Bonjour, monsieur Diamsi. Bonjour. Axel Hilary, la dépêche d'Abidjan. Tout à l'heure, vous avez rappelé que le Forum de la réconciliation nationale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2001 a accouché d'une souris. Aujourd'hui, vous nous présentez une initiative semblable. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir là où les autres ont échoué? Merci. Alors, donc c'est la première question. La première question. La deuxième est plutôt, va plutôt dans le sens d'une proposition. Oui. Je pense qu'au lieu de dépenser de l'argent dans des initiatives de ce genre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, de sensibiliser, d'éduquer les gens sur le civisme? Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, par exemple, de faire comprendre aux gens que pour revendiquer, on n'a pas forcément besoin de prendre des armes? Je pense qu'il faut faire comprendre ce genre de choses aux gens, plutôt que de leur servir de colloques, au bout desquels on n'a rien. Là, c'est une opération budgétivore, comme l'autre le disait tout à l'heure. Parce qu'en 2001, il y a eu un rassemblement pareil, qui n'a rien donné. Les cœurs n'ont pas été désarmés. C'est que les gens ne sont pas sensibilisés par rapport à certaines valeurs. Et ce qui manque, à mon avis, à nos populations. Il faut éduquer les gens au civisme. Parce que s'ils étaient éduqués, ceux qui engagent aujourd'hui un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ne seraient pas à le faire, parce qu'ils n'auraient pas pris les armes. Donc je pense qu'il y a ce genre de priorités sur lesquelles il faut qu'on insiste, au lieu de passer notre temps dans des colloques qui ne servent à rien finalement. Alors, d'abord, réussir où les autres ont échoué. Là, je crois qu'il ne faut pas confondre l'échelle des événements. Ici, il s'agit d'un colloque. C'est un colloque où les gens vont donner des communications argumentées, dans lesquelles ils vont faire des propositions sur l'évolution du processus du pardon et de la réconciliation. J'ai dit dans mon exposé préliminaire qu'il y a des choses qui ont été réalisées. On ne peut pas nier que dans ce domaine, des choses ont été réalisées. Il y a eu des progrès qui ont été obtenus. On ne va pas, dans ce domaine-là, tout recommencer à zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites par la CDVR. Il y a des choses qui ont été faites par la CONARIV. Il y a des choses qui sont faites par le ministère chargé de la cohésion sociale, de la professeure Marietou. Toutes ces choses sont des apports sur lesquels l'Assemblée nationale a décidé de venir apporter également sa pierre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes très modestes. Nous ne réinventons pas à zéro le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président nous charge de renforcer, d'accélérer, parce qu'il y a des attentes qui durent et qui deviennent des désespérances. Donc, il s'agit d'un colloque. Il ne s'agit pas d'un forum de réconciliation nationale. Attention, ce colloque n'a pas autorité politique. Ce colloque a simplement une vocation scientifique. Quand nous invitons un professeur comme M. Christian Bouquet, un connaisseur de la géopolitique de la Côte d'Ivoire, à venir donner sa contribution, c'est juste pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Le colloque sera le lieu de proposition, non pas le lieu de décision. Nous n'avons aucune espèce de pouvoir de décision, ni sur la députée ivoirienne, ni sur l'exécutif ivoirien, ni sur la justice ivoirienne. Il s'agit vraiment d'un colloque. Ce n'est pas le forum de 2001 qui, quant à lui, était vraiment un forum effectivement institutionnel, avec des promesses de rassemblement du corps politique. Ce que nous voulons, c'est que nous avons tenu 4 colloques à Abidjan, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Celui-ci, cette fois-ci, littéralement, il est, comment on va dire, il est exporté à l'extérieur pour pouvoir recueillir aussi des contributions ici. Quel que soit le Parlement considéré, cher monsieur, c'est important qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des politiques, des citoyens qui se réunissent de temps en temps pour discuter. Moi, je trouve que l'une des faiblesses de nos sociétés africaines, c'est qu'elles ne veulent pas prendre l'habitude des traditions de discussion. On ne discute pas toujours parce que ça va donner tout de suite des résultats, mais parce que c'est cela, justement, le fondement de la civilité politique. La civilité politique commence quand il y a beaucoup de lieux de discussion et beaucoup moins de lieux de conflit, en tout cas de confrontation dans une société. On ne peut pas trancher la question de l'usage des armes simplement par l'idée que toute personne qui fait usage des armes est une personne incivique. Parce que si on rentre dans cette logique, mais aucune résistance, parmi toutes celles qu'on glorifie, comme celle qui a libéré la France du nazisme, ou celle qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, aucune de ces résistances ne serait valorisée. Les gens ont oublié que Nelson Mandela avait pris les armes avec Umkhonto we Sizwe contre le régime sud-africain. Les gens ont oublié que De Gaulle, avec 177 de ses camarades, va en Angleterre et monte un commando. Bon, imaginez que l'Angleterre s'appelle Burkina Faso et que la France s'appelle Côte d'Ivoire. C'est ce que De Gaulle a fait. Il est allé monter un commando de Français à l'extérieur de son pays pour venir combattre un régime qu'il estimait injuste. Mais comme il est blanc,
Et comme il a de meilleurs historiens, et comme ça fait longtemps, et comme beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, on oublie que De Gaulle, c'est le premier grand rebelle du XXe siècle français. C'était un rebelle, c'était une rébellion. Allez voir ce que le gouvernement du maréchal Pétain écrit quand De Gaulle commence ses sabotages. On dit, tu es un rebelle, et tu es pourchassé comme tel. Si on l'avait pris, il prenait la cour martiale et le peloton d'exécution. Charles de Gaulle. Comme il a réussi, il est devenu le grand Charles, on a fondé le mouvement gaulliste et la 5e République. Nous avons nos petits ou nos grands de Gaulle africains, on ne veut pas les considérer comme tels parce que c'est nos camarades de Beaufloto, parce qu'on a mangé à checker avec eux, on les connaît, on dit, mais même sa copine, là, je connais où il dormait, mais de Gaulle, il avait des copines, mais comme c'est loin, lui, il est un héros. Ceux qui sont à côté de nous et qui risquent leur vie pour leurs idées, c'est des petits étudiants qui n'avaient rien et qui, du jour au lendemain, ont balafré le pays. Cette manière de banaliser l'histoire de nos pays n'est pas correcte. Je dis seulement que nous ne sommes plus dans la phase où il s'agit de revendiquer ou de prendre plaisir aux épisodes fratricides qui ont opposé la Côte d'Ivoire du passé récent. Le président Guillaume Soro, tout en ne niant pas ses responsabilités, souhaite qu'avec ses frères, on passe à une nouvelle page. C'est-à-dire qu'on s'entende sur les conditions qui vont faire que ça ne recommence plus. Et c'est sur ce point que je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui va faire que ça ne recommence plus? C'est non seulement qu'on mette en place des règles justes, transparentes, d'acquisition du pouvoir, d'exercice du pouvoir et de transmission du pouvoir, mais qu'on en explique le bien fondé. Et là, nous, professeurs, nous, journalistes, etc., avons un rôle important à chaque citoyen pour que les actes de légitime défense soient vraiment l'ultime et le rare recours auquel on puisse songer. Parce que malheureusement, vous avez raison d'observer qu'il y a une tendance à la banalisation du recours à l'arme pour obtenir des droits. Mais c'est ce qui arrive quand l'éducation politique n'a pas expliqué aux gens qu'on ne va à ça que vraiment quand ça devient finalement une question de vie ou de mort pour une collectivité. Mais on ne va pas à ça la fleur à la bouche. J'ai dit une fois sur le plateau d'Even News TV qu'il n'y a pas de belle rébellion. À la question que me posait M. Jean-Paul Leroux ici présent, il n'y a pas de belle rébellion. Mais il peut y avoir, de notre point de vue, des rébellions justes. Mais il n'est plus question aujourd'hui, en tant que tel, de revendiquer les victoires militaires du passé récent de la Côte d'Ivoire. Elles ne servent plus à rien maintenant. Ce qui sert essentiellement à quelque chose, c'est de contribuer à bâtir ensemble un pays apaisé, un pays rassurant pour ceux qui vont y vivre. Le président Guillaume Soro est dans cet état d'esprit. Et quand on me dit que nous dépensons les budgets de l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'il vaut mieux dépenser les budgets de l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir le pardon et la réconciliation que de les dépenser pour faire la guerre. Franchement, est-ce que ce n'est pas mieux que nous nous retrouvions à Paris, à Abidjan, à Yamoussoukro pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire en paix, que nous nous séparions autour d'un verre et que nos enfants grandissent dans la tranquillité, que nous allions en vacances tranquillement, chacun chez soi, dans sa belle famille, sans craindre qu'il y ait des événements qui le bloquent? Est-ce que ce n'est pas bien mieux de dépenser notre argent pour cette paix-là que de le dépenser pour préparer une autre guerre? Moi, je suis preneur de toutes les dépenses au service de la paix. Parce que je pense que la paix, elle est précieuse pour le développement politique, pour le développement économique et pour la transmission pacifique de l'espérance. Donc je vous en prie, arrêtez un peu cette manière de dire que promouvoir aujourd'hui le pardon et la réconciliation, c'est gaspiller l'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on promeuve? Qu'y a-t-il de mieux à promouvoir en Côte d'Ivoire? Selon toutes les analyses, c'est le pardon et la réconciliation qui sont le nerf du progrès de la Côte d'Ivoire et même de son émergence à tous les plans.